Les gens vont rentrer par le premier épisode et en fait, ils vont tout écouter. Et c'est ça qui fait la force du podcast, sa puissance, c'est que les gens écoutent jusqu'au bout. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par Dict AI, c'est l'application qui a changé mon approche des conférences, des réunions et même des entretiens. Elle permet de retranscrire intégralement les prises de parole, de les synthétiser sous forme de compte-rendu, mais aussi de les analyser en mode SWOT, carte mentale ou rapport personnalisé. Depuis que je l'ai découverte, j'en parle à tout le monde et je ne voulais pas manquer de t'en informer. Dict AI est disponible sur tous les stores, alors essaie-la et tu ne pourras plus t'en passer. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Skill Me Up. Quel meilleur invité pour inaugurer ce podcast que celui qui m'a fait découvrir le podcast learning et qui m'a révélé tout son potentiel. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Denis, fondateur et dirigeant de Toutac. Bonjour Pierre. Bonjour Delphine. Alors Pierre, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en 3 dates clés, 3 éléments clés ou chiffres clés de ton parcours ? Il y a 3 dates clés pour moi. Il y a une première partie qui doit durer 6-7 ans, 3 moments clés. Je suis dans des grandes entreprises. Et puis, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et je suis sur un télésiège avec un ami et il me dit, j'ai un pote qui veut monter une boîte. Il n'a pas le temps, mais il a l'idée. Et il me donne l'idée, je vais voir son pote et je monte ma première boîte. Et ça s'est fait en une semaine. Et je suis parti et j'ai monté ma première boîte. D'accord. C'était quelle boîte du coup celle-là ? Alors ça, c'était une société dans le monde de la grande distribution qui apportait à toute la distribution le calcul de tous les prix, de tous les produits dans les prospectus et de tous les produits en ligne. Donc les clients, c'était Leclerc, Carrefour ou Ferrero. Voilà, et on calculait par zone de chalandise l'ensemble des prix automatiquement. Donc c'est une boîte de tech. Ok. Voilà. La deuxième date importante, en fait, elle doit être en 2014, plutôt 2015, et je suis aux États-Unis, janvier 2015, congrès de la grande distribution américaine, et je tombe sur un podcast qui s'appelle Serial. Ok. Serial, 350 millions d'écoutes. Waouh. Et c'est faites entrer l'accusé, ils refont l'histoire d'un meurtre. C'est extraordinaire, j'écoute ça et je me dis, ça sera ma prochaine boîte. Et en fait, c'est à peu près à ce moment-là où je vends la deuxième société que j'avais créée. Donc je reste 3 ans dans la société qui me rachète. Et la troisième date, je trouve que c'est l'entrée chez Kea. Donc je saute une étape. La troisième date, c'est l'entrée chez Kea. Kea, c'est mon partenaire et mon actionnaire de référence, qui est un conseil en stratégie et en transformation des entreprises. Et j'arrive dans un univers avec une raison d'être, qui est transformer l'entreprise pour transformer le monde. Et je me sens très bien là-dedans. Donc à la fois, il y a, comme un partenaire, il y a de l'argent qui rentre. Mm-hmm. Mais à la fois aussi tout un univers. Donc c'est 3 dates super importantes, parce que c'est 3 dates d'entrepreneurs, en fait. Très bien, ouais. Et alors c'est assez récent d'ailleurs cette date avec Kea. Cette date avec Kea, ça remonte il y a 2 ans. C'est en juillet 2022 qu'on signe leur entrée au capital, et c'est une société qui a décidé de faire du podcast un de ses leviers. C'est 300 consultants français qui, une fois que vous avez fait du conseil en stratégie, sont une transformation d'entreprise. Ils ont une très grandes sociétés qui sont clientes. Comment on fait pour aller au plus près des gens ? Comment on fait pour parler ? Comment on fait pour aller au-delà des 50 premiers que l'on doit convaincre ? Et ils ont trouvé que le podcast avait ça de très particulier, qu'il traduit en émotions, qu'il traduit en phrases, en nuances, et c'est pour ça qu'on s'est rapprochés. D'accord. Alors, tu as sauté une étape en effet, et nous, quand on s'est connus, moi je me souviens très bien, c'était en janvier 2020, ouais. Dans cette salle de conférence du Palais des Expos, où il n'y avait pas grand monde, c'était ouais. En fin d'après-midi, 2e journée. Et tu as parlé du podcast learning. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, mais enfin quand même, il y a une date à cette ouais. Période qui est importante, donc. Oui, en fait, c'est
janvier 2020, je crois que c'était à cette époque-là, et il y a le Covid, en fait. Et donc, ça aurait pu tuer la boîte, hein, tout simplement. Ça a été une chance. Pour 2 raisons. C'est que les personnes se sont dit comment je vais communiquer. Et 2, il y a eu aussi beaucoup de budget qui était du présentiel qui n'était pas utilisé. Et donc, il s'est dit comment l'utiliser. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert le podcast. Le podcast, quand on entend podcast personnel. C'est à la fois de la réplication d'émissions radio. En fait, hein, c'est les grosses têtes que j'écoute en différé, en fait. Et puis, c'est des podcasts créés spécialement et qui seront jamais diffusés, qui s'appellent du podcast natif. Et donc, moi, je décide de me lancer dans le podcast natif à titre professionnel parce que je crois que pour les élèves dans les écoles, pour les professionnels, pour les apprenants, l'enjeu majeur, c'est de parler au plus près, c'est de parler là où les gens sont. Et j'ai découvert le podcast comme une manière de raconter une histoire. Et je trouve ça fabuleux. Et c'est pour ça qu'effectivement, en 2020, je n'avais jamais fait de podcast de ma vie. Hein. Okay. Je ne connais rien au podcast, j'ai aucune formation au podcast, je ne sais rien faire. Mais donc 1 an plus tôt, je quitte la société, donc je mets 1 an pour créer l'application Toutac, qui permet quand même de diffuser les contenus. Je ne connais rien à rien, mais je suis certain que le podcast va être un levier majeur pour le grand public et pour les professionnels. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est que la pédagogie narrative ? C'est un peu de ça dont il est question quand même. C'est super important. C'est-à-dire qu'en fait, une pédagogie narrative, c'est comment, à partir d'objectifs pédagogiques, parce qu'on va pas passer outre des objectifs, qu'est-ce que je veux dire ? Comment je vais trousser un récit qui va faire que on va rentrer dans le récit, on va rester dedans. Et la personne qui écoute va se créer des images mentales qui vont lui permettre de s'en souvenir quand il était en situation de travail. Je vais prendre un exemple. La pédagogie, pour nous, elle est finalement, elle fait appel à des choses extrêmement simples. C'est-à-dire qu'il faut capter l'attention. Pour capter l'attention, il faut créer de l'émotion. Pour créer de l'émotion, il faut à la fois un sound design extrêmement soigné, qui fait que quand tu es dans une salle de cinéma, tu as un peu des frissons. Et il nous arrive on m'a déjà dit, lors d'une conférence comme à Learning Tech, où je faisais entendre le début d'un podcast sur Christophe Colomb et des élèves, et les gens nous disent, mais tu nous as mis les poils. C'est pas très élégant, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, la narration, elle tient à 2 choses. C'est une narration écrite, tout est soigné, et la deuxième, c'est une narration sonore, c'est-à-dire que presque parfois tu n'entends pas le son, mais tu es dans l'endroit, et donc tu te projettes dans l'endroit. C'est ça notre pédagogie, c'est à la fois un grand soin d'écriture et un grand soin de musique, de son, de couche, de nappe de musique, comme on dit. J'ai déjà assisté à une démonstration, vous en faites souvent avec Lisa, et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir les différentes couches que vous ajoutez et qui font qu'au final, on a vraiment l'impression d'être dans un univers complètement différent, comme un film en fait, comme une fiction mais sans les images. Ouais. Et c'est assez puissant, assez efficace. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, on a fait pas loin de 500 épisodes et on en fait pour le monde entier. Et la meilleure manière qu'on a pour dire on n'est pas en France mais on est en Inde ou on est aux États-Unis ou en Angleterre, c'est d'utiliser les sirènes de pompiers ou les sirènes de police. Et donc c'est extraordinaire, ça marche tout à fait, c'est-à-dire que les gens tout de suite se disent on est chez moi. Ok, mais alors du coup, comment tu l'intègres dans un parcours ? C'est-à-dire que une formation, est-ce qu'elle peut être complètement en podcast ou est-ce que ça peut être juste des
petits morceaux qui s'intègrent dans un parcours plus large avec des modalités différentes, ou les deux sont possibles. Raconte-moi un peu les exemples. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que font nos clients ? Puisqu'en fait, maintenant, on a, je faisais le compte, on a 49 clients. Je faisais le compte ce matin. Nos clients l'utilisent de 3 ou 4 manières. La première, moi je vais en revenir un peu finalement aux enjeux de nos clients, avant de dire comment on l'utilise. C'est-à-dire que finalement, on a des enjeux pour un certain nombre de sociétés qui sont des enjeux de comment je continue à stimuler l'apprenance quand ils doivent faire pour la 50e fois la même formation. Donc ça, je parle de toutes les formations réglementaires, qui est quand même une masse importante. Donc là, on va avoir un sujet qui est l'attractivité, un sujet qui va être l'attention, tout simplement. Et nous, face à des enjeux comme cela, on va à la fois, on fait faire des épisodes qui sont courts, et on peut aussi raconter des histoires qui vont complètement transposer le caractère ennuyeux de ces formations. On peut faire des formations sur l'assurance en racontant l'histoire du tournage d'un film. Et au bout du compte, vous avez quand même vu les aspects réglementaires. L'enjeu là, c'est de décaler le propos de manière à retrouver de l'attractivité par rapport à un enjeu de redondance de formation réglementaire. Après, je dirais qu'il y a un deuxième enjeu pour beaucoup de sociétés, c'est quand ils doivent transformer les métiers, quand ils doivent transformer les sociétés. Comment on passe d'une société A à une société B, comment on passe d'un changement d'organisation. Et là, on est sur du comportement. Et sur du comportement, nos clients vont utiliser le podcast de plusieurs manières. La première, c'est que on peut faire des fictions hyper réalistes. La fiction hyper réaliste, elle va te projeter, et on va pouvoir en écouter ensemble là, tu vas pouvoir te projeter dans un univers qui est celui que tu vis. Tu es dans la banque, tu es sur une route, tu es dans un chantier, tu vas vivre, mais sauf que on utilise un procédé qui est la mise en abîme. Tu vas avoir une scène qui dure 1 minute, et après, tu vas avoir en fait 3 personnes de la même société qui commandent cette scène-là. Et puis la scène va continuer. Et puis tu as un nouveau commentaire. Et alors, tu vois physiquement, comme tu es devant moi, les gens qui écoutent bouger. Parce qu'en fait, ils écoutent une scène, ils disent « c'est pas pour moi ça ». Puis le 3e commentaire qui arrive, « ah ouais, c'est peut-être un peu pour moi ». Puis la scène continue, et puis le 2e commentaire, qui est pas le même que le premier, il arrive sur la 2e scène, il dit « ah ouais, c'est pas chez nous, mais bon, c'est quand même un peu chez nous quand même ». Et donc en fait, dans le cas de transformation de société, on va jouer soit sur des fictions hyper réalistes, comme je viens de dire, soit on va jouer sur des fictions qui vont être complètement décalées. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, vous avez une très grande société, je vais pas les citer, mais de la grande distribution, sur lequel vous avez un patron qui estime que ce comité de direction de 50 personnes n'est pas très exigeant, ce qui est quand même un poil compliqué en termes de formation. On va faire une fiction sur Koh-Lanta. Mais au début, on a des réactions qui vont dire « ouais, non, mais ils se foutent un peu de nous ». Et puis à la fin, ils disent « ah ouais, mais c'est quand même tout à fait nous ». Sauf que on a décalé le propos et donc il devient parfaitement audible. Donc dans le 2e cas de transformation de comportement, on va utiliser des fictions dans lesquelles on va se transposer. Pas de tabou. On la surnomme la perle sauvage du Pacifique. Perdue entre enfer et paradis, cette petite île à la végétation luxuriante accueille 4 aventuriers en quête d'exigence et de performance. Olivier. J'attends beaucoup de cette expérience. Mélissa. J'espère que les autres seront sympas sur le camp. Camille. Prête à relever un nouveau défi. Et Eduardo Je suis là pour rendre fiers mes enfants. devront repousser leurs limites. Dépasser leurs angoisses. Affronter des conditions extrêmes. C'est dans ce décor explosif que nos 4 Robinson Crusoe vont évoluer pendant 1 mois. Et notamment Olivier. Manager à la ville, élu leader à l'unanimité, Olivier va-t-il réussir à mener ses compagnons d'aventure jusqu'à la victoire finale ? Et puis après, il y a le cas, tout simplement, de formation comme toutes les sociétés en ont. C'est-à-dire formation au management, formation à la RSE, formation à la cybersécurité. Là, on peut utiliser plusieurs manières. C'est toujours des épisodes de 10 fois 5 minutes, généralement. Et là, on va utiliser, et ça peut être valable pour les autres, de 3 manières. En classe inversée.
C'est-à-dire que plutôt que de passer du temps dans une formation en présentiel qui coûte cher, il faut déplacer les gens, à passer des concepts, les concepts, tu les expliques en amont. Quand les gens arrivent, ils ont écouté, ils sont déjà en mouvement. Premier usage. Finalement, c'est un peu comme les e-learning qu'on fait faire en amont de formation présentielle. Mais là, c'est auditif. C'est auditif. Ok. Deuxièmement, tu vas les faire en ancrage. En fait, tu as 2 jours de formation sur la CSRD, par exemple, ou sur l'intelligence artificielle. Les gens, au bout de 2 jours, vous savez tous très bien qui nous écoutez, qu'au bout d'une semaine, 80% de ce que vous avez appris est oublié, selon la courbe des bingos. Nous, on intervient 1 semaine, 1 mois, 3 mois, avec des narrations qui rappellent des concepts, des docuramas, qui sont des reportages sur des faits, ou même des interviews de collaborateurs. Donc on va faire du rappel, de la répétition. Voilà. 3e usage, ça va être un usage en classe, un usage en présentiel. En présentiel, où on va faire écouter et réagir. Ok. Voilà. Donc, soit c'est du réglementaire, soit c'est de la transformation de métier, la transformation, soit c'est finalement de la formation habituelle. Dans les 3 cas, on va réfléchir à la meilleure méthode d'y arriver. D'accord. Et quand vous créez des épisodes, que ce soit en amont ou en aval, donc y a une seule notion qui est vue à chaque fois, ou est-ce que vous mixez les notions dans les épisodes? Quand tu disais, on fait des petits rappels, etc. Est-ce que justement c'est séquencé par thématique, ou est-ce que c'est juste la durée qui prime et on essaye de mettre le maximum dedans, quoi? Ah non, on n'essaie pas de mettre le maximum. On met 2-3 objectifs en 5 minutes, pas plus, okay. Pas plus. Et en fait, ce qu'on conseille, c'est je ne pense pas qu'il faille mettre des épisodes au milieu comme ça, un épisode là, un épisode là, un épisode là. Ça marche pas tellement. Ce qui marche, c'est au minimum 3 épisodes. C'est-à-dire que on peut très bien en mettre au début, au milieu, à la fin, mais il vaut mieux en mettre 6 ou 7. C'est-à-dire que les gens vont, comme on dit en anglais, on va binger. C'est-à-dire que les gens vont rentrer par le premier épisode et en fait, ils vont tout écouter. Et c'est ça qui fait la force du podcast, sa puissance, c'est que les gens écoutent jusqu'au bout. Comme Élodie, retenez ce mot-clé, panacée. Au fil des prochains épisodes, vous allez vous familiariser avec les 6 rôles et missions du manager. Le porteur de sens, l'acteur de la performance, le noueur de liens, l'animateur d'équipe, le communicateur et l'éleveur de talent. À chaque épisode, faites le point sur votre pratique. L'important est de vous auto-évaluer pour comprendre vos marges de progression et ne laisser aucun rôle inoccupé. À bientôt! Comment vous mesurez cette efficacité et le fait déjà que les gens vont jusqu'au bout, mais surtout qu'ils appliquent, qu'ils comprennent que ça marche en fait, par rapport à d'autres modalités qu'on pourrait citer comme le micro-learning, le rapid learning sur mobile par exemple, qui est aussi des petites capsules rapides. Comment vous évaluez la réussite? En fait, on a 40% de clients qui utilisent notre application. Donc les podcasts rentrent beaucoup dans les LMS, il n'y a pas de problème, mais on a aussi nos propres data pour les clients qui utilisent. Et en fait, on a quelques indicateurs qui sont très visibles. C'est d'abord, est-ce que les programmes sont terminés? Donc la base. Donc à 97%, les programmes sont terminés. Donc ça, c'est un indicateur extrêmement fort. La deuxième chose, c'est quel est le taux de répétition? C'est-à-dire, est-ce que les gens réécoutent? Et on est à 1,8. D'accord? Et le troisième critère, c'est est-ce que nos clients réachètent des parce que je connais pas de clients qui réachètent une fois que ça n'a pas marché, en fait. Et en fait, on a 100% de réachat. Okay. Donc ça, c'est le meilleur indicateur. C'est compliqué de répondre à ta question sur est-ce que ça a changé les comportements. J'aurais envie de te répondre, et le e-learning, vous faites comment? Parce que je veux bien avoir les chiffres pour les comparer. Ce que je sais, c'est les retours aussi écrits qu'on a, que nous transmettent leurs clients, où on sent à la fois l'implication, la précision. Ils parlent de manière ludique d'apprendre, de manière engageante, tous les mots sont toujours très actifs dans ce qu'on a comme restitution. Mais dire on a fait
avant, après, sur la formation à la logistique, la RATP et les comportements ont changé, ça serait mentir. La formation, c'est pas un bloc, un moment. C'est un ensemble de dispositifs qui inclut des managers qui permettent de faire évoluer ou de faire apprendre. Alors, le dernier point, je t'en ai cité 3, le dernier point, c'est qu'on fait des QCM. Voilà. Et dans notre application, on a des QCM. Et donc, les gens répondent. S'ils se trompent, on sait s'ils se trompent. Donc, voilà, on fait avant et on fait après. Mais la réponse de après, elle est biaisée parce qu'on a écouté le programme. Donc, qu'est-ce qui se passe 6 mois plus tard? C'est difficile. Ça serait mentir que de dire j'ai des chiffres incroyables à te donner. Ok, ça marche. Une dernière question sur le podcast. En fait, de plus en plus, il y a des podcasts vidéo. Ouais. Et moi, j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire que je comprends pas la différence entre une vidéo et un podcast vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Personnellement. Pour moi, l'avantage du podcast, c'est justement le fait de pouvoir l'écouter en faisant autre chose, en marchant, en faisant aussi des tâches manuelles qui ne demandent pas une concentration de fou pour pouvoir justement être disponible et se créer ces images mentales dont tu parlais tout à l'heure. À partir du moment où il y a un visuel, je vois pas l'intérêt parce que ça nous fige face à un écran, quelle que soit sa dimension. On peut plus trop s'imaginer, ça peut plus être un podcast narratif. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. En fait, il y a deux choses. Ce que tu évoques là, c'est des podcasts de discussion, des podcasts de chat, ce qui représente 10% de notre activité, en fait. Nous, on travaille avec... Toi, tu parlais de témoignages tout à l'heure. Oui, alors, parce qu'on en fait, effectivement, c'est 10 à 20% de ce qu'on fait. On fait des témoignages de collaborateurs, on fait des témoignages d'experts. Bien sûr qu'on fait ça. Donc, c'est dans le cadre de discussion, de chat. Ce que tu évoques là, c'est beaucoup le podcast grand public, où en fait, la vedette, souvent, c'est l'animateur. Donc il a envie de se montrer parce que ça lui fait de la notoriété. Et c'est ça là, le but, c'est de montrer l'animateur. Mais le but, il n'est pas d'améliorer la qualité du podcast. C'est pas vrai parce que la plupart des gens, de toute manière, ils vont pas le regarder. Je dissocie vraiment le podcast de discussion, grand public, et ainsi de suite, parce que ce n'est pas un podcast apprenant. Il peut y avoir des podcasts apprenants qui sont d'inspiration. Tu écoutes un témoignage frappant sur un sujet, tu vas t'en souvenir. Et donc là, tu peux laisser une demi-heure. Mais enfin, je prends souvent cet exemple. Écouter un podcast sur la galette bretonne qui dure 1 heure, si tu es fan de galette bretonne, tu vas l'écouter. Et donc, tu vas avoir une discussion passionnante d'1 heure sur la galette bretonne. Mais dans le cadre professionnel, il n'y a pas beaucoup de discussions sur la galette bretonne. C'est des sujets qui peuvent être passionnants, mais loin d'être tous passionnants. Donc ça ne marche pas des discussions longues. Ce qui compte, c'est soit des témoignages très précis, très experts, très engagés, soit effectivement des fictions, des narrations qui sont écrites, qui sont construites, qui sont porteurs de sens. Et le fait de filmer l'animateur, c'est bon pour son ego, mais à part ça, je pense que ça ne contribue pas à l'amélioration de l'écoute. Alors maintenant, on va passer aux 5 questions signatures du podcast. Ouais. Et la première que je voudrais te poser, c'est comment organises-tu ta veille ? Alors en fait, comme nous sommes Calliope, c'est un sujet typique Calliope. Donc en fait, je suis abonné à une veille qui s'appelle Forme Alerte, qui sort un certain nombre d'articles sur tout ce qui est formation. On a, j'ai 2-3 experts que je suis sur LinkedIn, dont toi. et il y a quelques newsletters sur le e-learning que je suis. Voilà comment je fais ma veille. Et après, je lis beaucoup les échos pour suivre l'activité des entreprises clientes potentielles. Exactement. Ça marche. Et est-ce qu'il y a un événement learning que tu loupes jamais ? Je trouve qu'il y en a 2 pour moi qui sont excellents. C'est YouSpring, où on est intervenu, maintenant on est partenaire, donc ça fait 2023-2024. On était notamment intervenu en présentant la manière dont on construit les sons, et je crois que ça avait frappé beaucoup de monde. Et puis le deuxième, c'est Learning Tech, où particulièrement en 2024, on a eu, on a eu 150 personnes lors de la conférence, avec c'est complètement blindé. Ça change d'il y a 4 ans. Ouais, ça change d'il y a 4 ans, oui. C'est vrai que ça a été difficile il y a 4 ans. J'avais une deuxième question, c'est comment mesures-tu l'efficacité des programmes de formation ? Mais en fait, tu y as répondu, donc merci beaucoup. La troisième, c'est quels conseils pratiques aurais-tu envie de donner à un responsable formation ou un DRH qui veut structurer sa stratégie de formation en intégrant le podcast learning ? Moi, je pense que le départ,
c'est vraiment de travailler par cible. C'est vraiment de travailler par qui sont les personnes, mais vraiment de quoi ils ont besoin et de se poser la question comment je vais réellement les toucher. C'est-à-dire que je suis pas un fan des LMS parce que je constate à travers nos clients qu'à moins d'avoir une stratégie marketing extrêmement bien faite, aujourd'hui c'est un vrai sujet que les collaborateurs aillent sur les LMS et visionnent des e-learning spontanément. C'est quand même un vrai sujet, quoi. Donc, si je devais me poser la question, je me poserais la question sur quoi je dois renforcer l'attractivité de mes programmes, quels sont à la fois dans mon métier les incontournables. Et donc là, je mettrai le podcast comme un complément à autre chose, puisqu'il n'y aura pas besoin que de ça, mais c'est super important. Et de se dire, ok, dans les incontournables de mon métier, il faut que j'ai du présentiel, il faut que j'ai du e-learning, il faut que j'ai du podcast, parce que je dois toucher 100% de ma population. Et c'est bien d'avoir tous ces moyens-là. Et puis, je me poserai la question de la nouveauté, parce que on est quand même dans un monde où il faut faire du neuf. Et le podcast, c'est neuf. Le podcast, c'est nouveau. Donc, je partirais en me posant la question, où est-ce que j'ai besoin de renouveler l'attention, l'attractivité, et où est-ce que j'ai besoin de trouver la moyen de toucher les gens dans les usines, dans les transports, dans les chantiers, partout là où n'est pas des cols bleus derrière des ordinateurs. Et là, je me poserai vraiment la question du podcast, parce que c'est un sujet immense qui concerne, on met beaucoup d'argent sur l'école supérieure pour la formation. La question, c'est comment tu touches vraiment les gens dans leur situation de travail. Ouais. Et des gens qui sont pas forcément en maîtrise, déjà, enfin des outils, mais qui aussi ne lisent pas forcément le français. Et donc, Absolument. voilà, donc du coup, à l'oral, c'est beaucoup plus simple. Quelle actu récente ou prochaine voudrais-tu partager avec nous ? En fait, l'actu, on a aujourd'hui 2 services chez Toutac, qui est tout ce qui est sur mesure, hein, et puis on a la Podcast Learning Academy qui est sur étagère. On a lancé un 3e service qui s'appelle la Podcast Factory. Et la Podcast Factory, elle est fondée sur l'usage de l'intelligence artificielle. Grâce à Kea, on a 2 ingénieurs qui ont travaillé sur la construction d'un moteur dans lequel on a introduit nos 500 épisodes. Ces 500 épisodes, on les a tous codifiés. Et aujourd'hui, mettons que tu veuilles nous donner une présentation sur l'avenir de ta société, ou de ton métier, avec 50 pages de PowerPoint et 2 heures de conférence. On prend tes 50 pages de PowerPoint, tes 2 heures de conférence, on les met dans notre moteur et il nous sort un docurama de 7 minutes, vivant, qui fonctionne. Et on utilise l'IA pour la synthèse, pour la création du script, puisqu'en fait on la nourrit avec tous nos scripts. Ouais, bien sûr. On continue à travailler avec nos ingénieurs du son, le sound design pour qu'il soit le plus vivant possible. Et puis on utilise l'intelligence artificielle en français et dans une 20aine de langues pour enregistrer les voix des podcasts. Donc ça fait 6 mois qu'on bosse dessus. C'est opérationnel. C'est aussi en R&D. Parce que c'est aussi en faisant, il faut améliorer, ainsi de suite. Et ça permet, par exemple, de partir d'une masse d'informations d'une entreprise, que ce soit de l'information, que ce soit de la communication interne, que ce soit de la communication institutionnelle, et de le mettre sous une forme extrêmement pratique à disposition des salariés. Ça s'appelle la Podcast Factory. Très bien, et ben du coup j'en suis à ma dernière question qui est, est-ce que tu as une suggestion d'invité pour un prochain épisode de podcast ? Alors écoute, j'ai pensé à quelqu'un qui a rejoint le groupe Kea il y a 15 jours, une société qui s'appelle Learn Assembly, et son fondateur et dirigeant s'appelle Antoine Amiel. Et je trouve que c'est une des personnes que j'ai rencontrées. Il fait vraiment du conseil en construction d'universités, d'entreprises, de programmes, de parcours éducatifs. Il a une vision extrêmement large et très très structurée du monde de la formation. Et en plus, donc c'est une start-up qui a rejoint le groupe il y a pas longtemps, il y a 15 jours, pendant les vacances. Ouais, génial. Voilà. Ok, merci beaucoup Pierre pour cette suggestion. Je contacterai Antoine. Je crois on est déjà en lien sur LinkedIn, donc ce sera plus facile. Si nos auditeurs veulent te retrouver, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement ici chez Toutac Kea, oui. Sur LinkedIn, comment Sur LinkedIn, oui, on est quand même assez présent. Sinon, c'est pierre@toutac.fr, donc c'est très très simple. Et surtout, s'ils veulent nous contacter, la première chose que je ferai, ce sera leur faire écouter
des podcasts. Parce que je peux parler, comme tu me donnes cette possibilité, et je t'en remercie pendant longtemps d'un sujet, mais au fond, ce qui milite pour nous, c'est d'écouter. Les personnes sont déjà en mouvement, nos interlocuteurs en se disant comment je vais l'exploiter. D'ailleurs, on va avoir plein de petits extraits là qui vont parsemer, ça va être super, très bien. Merci beaucoup Pierre pour cet échange. Merci à toi Delphine. Ouais, j'étais ravie d'inaugurer le podcast avec toi, c'était un plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite. Très bien, et du coup j'en suis à ma dernière question qui est est-ce que tu as une suggestion d'invité pour un prochain épisode de podcast ?